Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Europe 1 Soir Week-end et émission principalement consacrée à ce choc absolu en Australie. Une attaque contre la communauté juive en pleine fête de Hanouka sur la superbe plage de Bondi dans une banlieue calme de Sydney. Bilan 12 morts dont l'un des deux assaillants, 29 blessés. Nous sommes avec mes débatteurs de la première heure. Michel Fayad, analyste politique et géopolitique. Bonsoir Michel. Jules Torrest, journaliste politique au JDD. Bonsoir Jules. Stéphanie. Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Stéphanie. Et mon invité Alain Bauer, professeur émérite de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, ancien responsable du pôle sécurité, défense, renseignement, auteur aussi du roman d'espionnage Conspiration au Vatican aux éditions First. Bonsoir Alain Bauer. Bonsoir. Alors évidemment, ce genre de fête religieuse, c'est toujours le moment que l'on craint, puisque précisément on craint ce genre d'attaque ciblée. C'est précisément ce qui vient de se produire à Sydney, Alain Bauer. Alors, en général, ce qu'on veut attaquer quand on est un terroriste, le terrorisme, c'est de la violence plus de la communication. C'est un rassemblement où il y a beaucoup de victimes potentielles. Si on veut donner une signature à un rassemblement, on vise les fêtes de Noël, car elles ont une symbolique chrétienne, même si beaucoup de non-chrétiens peuvent s'y rendre, ou on choisit les fêtes de Hanouka, ou on choisit une fête musulmane. On peut aussi cibler par nationalité. Les principales victimes australiennes dans l'histoire du terrorisme, c'est à Bali, dans des clubs de vacances fréquentés massivement par des Australiens. Donc en fait, le ciblage peut être relativement diversifié. Nice, par exemple, c'est le 14 juillet. C'est le feu d'artifice. Une très grande partie des victimes sont des musulmans, mais ça n'a aucune espèce d'importance pour les auteurs de l'attaque qui eux-mêmes se revendiquent du djihadisme, puisque l'important pour eux, c'est de faire un maximum de victimes, quelles qu'elles soient. Voilà. Là, on est dans un cas plus clairement identifiable, puisque c'est la fête de Hanouka, précisément dans un endroit particulier qui est cette très belle plage de Sydney, où il y avait beaucoup de monde pour des tas de raisons diverses, y compris parce que c'est l'été austral et qu'il faisait très beau et que cette plage est naturellement totalement bondée à cette période. C'est la fin de journée à Sydney, et donc ceci explique que le rassemblement était globalement ciblé pour faire beaucoup de victimes, et particulièrement symbolisé ou symbolique, en tout parce cas, que c'était Hanouka. Pour les autorités australiennes, ça ne semble pas faire de doute. Le Premier ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud indique que c'est la communauté juive qui était visée de Sydney le premier jour de Hanouka. Oui, c'est pas le symbole. Doute. Mais dans les victimes, par exemple, le sujet reste aujourd'hui en discussion, puisque les identifications sont progressive. Il y a un jeune Français on l'a appris ce soir, qui a été tué, un rabbin britannique, et par ailleurs une dizaine d'autres victimes, un très grand nombre de blessés dont on ne parle jamais suffisamment, mais je rappelle que blessés au total. Les blessés, c'est un sujet très important. Un des auteurs, et la police australienne a identifié les deux auteurs, 2, ou 3, il y avait un doute, mais il semble s'estomper peu à peu. Et l'un de ces auteurs est un jeune maçon de 24 ans, résident en Australie. Qu'est-ce qu'on sait de plus sur ces auteurs, Michel Fayad? Vous avez eu des informations également sur les auteurs de cette attaque? On sait en tout cas qu'ils sont d'origine pakistanaise, et donc qu'ils sont sunnites également. Les deux auteurs? D'après ce que les Australiens disent jusque-là. Après, on aura peut-être plus d'informations demain. Mais en tout cas, les informations... Et on rappelle que c'est la pleine nuit à Sydney en ce moment. Donc, ce qui a été dit, c'est que les assaillants les terroristes étaient donc deux Pakistanais sunnites d'origine en tout cas, et que celui qui est venu en aide aux Juifs était lui libanais chiite. Intéressant. Voilà. Donc comme quoi tous les Libanais chiites ne sont pas du Hezbollah, mais par contre ça nous envoie une chose, c'est que en fait, vous savez que il y a un mouvement qui s'appelle le Tablir, qui existe en France et qui islamise les personnes d'origine musulmane en France, et qui en fait les rend radicaux, et ensuite les frères musulmans, les salafistes, viennent récolter le fruit de leur travail. Et ces Tablirs sont nés au Pakistan.
Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui en Australie peut très bien se passer en France parce que c'est exactement la même idéologie, cette même phase d'islamisation, de radicalisation, et qui a donc été suivie par ces Pakistanais en Australie et qui est malheureusement suivie aujourd'hui en France. Lorsque les On va tabliers parler, viennent dans Michel les Fayad, banlieues. évidemment, de la menace en France, puisque Laurent Nunez a demandé qu'on renforce la sécurité, notamment autour des lieux de culte juifs. Mais évidemment, on s'arrête sur ce qui s'est passé en Australie. Alain Bauer, d'autres informations qui vous viennent d'Australie sur ces auteurs ? Alors, comme je le disais, le service de renseignement australien, comme la police fédérale et la police Nouvelle-Galles du Sud, car l'Australie est un État fédéral, les responsabilités policières sont extrêmement décentralisées. Ce ne sont pas les mêmes qui font le renseignement au niveau fédéral. L'un des auteurs, celui dont j'ai indiqué qu'il était clairement identifié, était connu, mais petitement connu. C'est le bas du spectre, comme on dit. C'est d'ailleurs de plus en plus souvent, parce que si on fait la relation entre ce que nous voyons dans l'évolution des mouvements de passage à l'acte terroriste en France et ce qui se passe dans les autres pays du monde, c'est ça. C'est-à-dire des gens de plus en plus jeunes, de moins en moins connus, relativement peu identifiés, bas du spectre, très très jeunes pour certains, mineurs, c'est pas le cas là, mais en France c'est le cas de plus en plus. Et il y a un seul cas beaucoup plus inquiétant jusqu'à présent, c'est la tentative d'attentat déjoué en Allemagne. Pour la première fois, il y avait 5 personnes de 3 nationalités différentes, c'est-à-dire le retour à des groupes structurés. Et des Marocains, je crois. Oui, un Marocain, un imam égyptien. Voilà. Et il y a là un sujet très inquiétant parce que jusqu'à présent... C'est une menace globale. Oui, mais surtout, on était arrivé à déstructurer les gros groupes opératoires. C'est-à-dire qu'il y avait 1 ou 2 personnes, 3 pour les jeunes femmes qui avaient été empêchées d'agir en France il y a quelques semaines, elles-mêmes très jeunes d'ailleurs. Là, 5 personnes, on commence à retrouver un niveau opérationnel important. Et il y a quelques semaines, a été interpellé à Paris un jeune afghan de l'État islamique au Khorasan qui était lui-même un manager opérationnel et pas seulement quelqu'un qui voulait passer à l'acte. C'est-à-dire que la tentative de reconstitution sur place d'opérateurs déjà résidents, pas importés de l'extérieur ou exportés des zones historiques pour commettre des attentats, est également un élément qui est en train de rebouleverser le profilage que font les services de renseignement, dont il faut souligner l'efficacité retrouvée, puisqu'avant l'attentat de Nice en 2016, il n'y avait eu qu'une demi-douzaine d'opérations préventives en matière d'antiterrorisme. Il y en a plus de 60 depuis. 60 attentats qui n'ont pas eu lieu, même si des micro-attentats continuent à avoir lieu à Oléron ou ailleurs. Là, on est en train de retrouver un niveau d'opérationnalité plus important, avec des gens relativement mal armés, mais pouvant faire énormément de dégâts. C'est le cas des 2 opérateurs australiens, puisqu'ils n'ont pas un armement très développé. C'est pas de la Kalachnikov, l'engin explosif improvisé. Leurs armes, des armes de chasse semi-automatiques, mais avec un rechargement relativement efficace, avec donc beaucoup de dégâts, puisqu'ils ont tiré entre 50 et 100 fois. Alors évidemment, on ne sait pas bien exactement, puisque l'enquête de police technique et scientifique va devoir attendre un peu. Il y a beaucoup de questions, messieurs, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Je ne sais pas si vous avez fait attention. L'Iran qui a tout de suite réagi et condamné ces attaques. On sait que l'Iran est l'ennemi juré d'Israël. Il y a eu une guerre récemment de 12 jours en juin dernier, au cours de laquelle Israël a frappé des sites militaires et nucléaires iraniens. Et on apprend dans le même temps ce soir que les services de renseignement israéliens auraient averti à plusieurs reprises les autorités australiennes de menaces terroristes émanant de l'Iran et d'autres acteurs hostiles visant la communauté juive. Ça, c'est I24 qui le révèle ce soir. C'est assez... étonnant, Michel Fayad. Oui, parce qu'en fait, il y a un mois de cela, il y a le chef d'état-major du Hezbollah, qui est un Iranien, qui n'était même pas un Libanais, qui s'appelle Haitham Ali Tabatabai, qui a été tué donc par Israël. Et les Iraniens et le Hezbollah ont promis de se venger contre les sionistes partout dans le monde. Et donc, quasiment un mois après, voilà ce qui se passe. Donc, effectivement, il y a ce doute, cette hypothèse qui existe. Sébastien Dini. Écoutez, moi, je remarque surtout ce soir que les communautés juives, qu'elles soient australiennes, françaises, britanniques, espagnoles, allemandes, italiennes, américaines et j'en passe, connaissent tous les mêmes menaces, traversent tous les mêmes torpeurs, vivent tous sous la même peur. Et c'est ça qui est surtout inquiétant, parce qu'on a parfois présenté par le passé l'Australie et certaines comme un refuge. Îles comme des refuges, des sanctuaires où les juifs pouvaient venir sans être inquiétés,
à des dizaines de milliers de kilomètres de la situation israélo-palestinienne. Et en fait, on remarque malheureusement que un pattern se répète, si vous voulez, que ce soit en France ou en Australie. On assiste au même refus politique d'agir sur la question de l'antisémitisme et donc aux mêmes conséquences. En tout cas, c'est ce que reproche ce soir et aujourd'hui Israël aux autorités australiennes. Il y a énormément de comparatifs à faire avec la France. Dans les deux cas, en l'occurrence en Australie, on a un gouvernement central plutôt de centre-gauche, mais qui est soumis sous pression par son aile gauche qu'on pourrait dont on pourrait faire un trait de comparaison avec la France insoumise, qui a poussé le gouvernement de centre-gauche à reconnaître l'État palestinien l'été dernier, qui est extrêmement présente sur la question palestinienne, qui a participé à importer cette question-là sur le sol australien. On pourrait aussi ajouter la question de l'antisémitisme d'importation, avec une immigration en Australie qui a explosé ces dernières années, et on le remarque dans les chiffres, parce qu'il y a quelques mois seulement, le gouvernement australien avait diligenté une enquête pour savoir quelle était la menace visant les Juifs dans le pays, et les retours des chiffres ont été dramatiques. Ils parlaient d'une hausse de plus de 300% des actes antisémites, du fait que Sydney, qui est une ville extrêmement cosmopolite, est devenue un point central sur la question de l'antisémitisme en Australie, et beaucoup d'associations australiennes avaient alerté le Premier ministre à plusieurs reprises, et que malheureusement, selon les premiers retours qu'on a en Australie, ces mises en garde n'ont pas été retenues par le gouvernement central. Donc évidemment qu'il y a cette question-là, mais j'ai envie de vous dire, c'est exactement la même chose en France. Jules Torres. Non, ce qui est intéressant, ce sera de voir dès demain l'idéologie qui plane derrière. Michel Fayad a déjà commencé un petit peu à l'évoquer, mais sans certitude exacte, de voir si ces 3 suspects, puisque a priori il y en aurait 3 selon plusieurs sources, étaient affiliés à des organisations. Alain Bauer tout à l'heure parlait par exemple d'Oléron. Souvenez-vous, le parquet national antiterroriste ne s'était pas saisi, avait considéré que ça ne relevait pas des points qui pouvaient justifier d'ouvrir une enquête pour terrorisme. Là, les autorités australiennes, dès le départ, ont parlé de terrorisme. Donc évidemment, ça va être très intéressant de le voir. Mais finalement, et c'est là où je rejoins Sébastien Ligné, c'est-à-dire que on a aujourd'hui des Juifs qui ne sont pas en sécurité dans aucun pays. C'est une attaque non seulement contre des Juifs. On a voulu tuer des Juifs parce qu'ils sont Juifs, en tuer le plus grand nombre. On a voulu aussi s'attaquer à l'Occident parce que en réalité, c'est toujours la même chose. Donc il va falloir régler ce sujet, mais j'ai envie de vous dire, ça ne nous étonne plus qu'il y ait autant d'alias dans tous les pays d'Occident. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des Juifs qui ne se sentent plus en sécurité nulle part, et peut-être que le seul espace où ils se sentent en sécurité, eh bien c'est le seul pays juif et le seul État juif du monde. C'est un État en guerre, c'est Israël. Alain Bauer, c'est vrai que les mots sont assez forts. Normalement, on est dans le temps du choc, de l'hommage, et là, assez rapidement, c'est vrai qu'on a constaté que les autorités israéliennes, vous avez entendu Benjamin Netanyahou tout à l'heure, et même le chef de l'association juive australienne dire qu'en gros le gouvernement avait mis de l'huile sur le feu, qu'il y avait eu des avertissements à maintes reprises et que les mesures pour protéger la communauté juive n'ont jamais été mises en place. Alors, il y a évidemment la posture politique du Premier ministre d'Israël. Tout à l'heure, j'entendais l'ambassadeur d'Israël en France souligner l'effort fait par le ministre de l'Intérieur et souligner la qualité du travail mené par Laurent Nunez et les services de police qui déjà, depuis 15 jours, 3 semaines, annoncent des mesures de surprotection, des marchés de Noël, ont renforcé 3 fois, je crois, en quelques jours, les mesures de protection, en rappelant chaque fois, de manière de plus en plus insistante, les nécessités du moment. Il y en a encore eu une aujourd'hui depuis cet événement. Il y a d'ailleurs un début de renforcement assez impressionnant du travail entre le renseignement australien et la police australienne et la France, puisque pour la première fois depuis 3 ans, nous avons un attaché de sécurité intérieure à Canberra, la capitale fédérale, alors que ce sujet était totalement passé à côté, alors même que l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, il y avait eu un moment de froid. Oui, pas seulement pour des questions militaires, non, c'était pour une indifférence, une vraie indifférence policière. C'est la sphère anglo-saxonne, ça ne nous concernait pas vraiment. Puis tout d'un coup, on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée. Et donc là, il y a un très gros travail qui est mené. Donc, en la matière, il y a la partie politique, la posture, et puis il y a la partie, évidemment, policière, qui est plutôt la coopération. Vous restez avec moi, Alain Bauer, et mes débatteurs. On marque une pause. On revient évidemment sur nos débats sur ces événements qui se sont produits en Australie dans quelques instants, juste après la pub.